Alors bonjour, c'est la 87e édition de la revue de la semaine. Comme ça tombe la semaine du 8 mars, qui est la journée de lutte pour le droit des femmes, je vous renvoie dans la description qui se trouve à la fin de cette vidéo à une émission que j'ai faite avec la revue Hérodote et qui traite de la place qu'ont pris ou que prennent les femmes dans les processus révolutionnaires que le plus souvent elles déclenchent ou dont elles radicalisent le cours. Bon, et ben allez, générique. Je vais parler en premier lieu de l'Algérie et des événements qui ont lieu en ce moment là-bas. L'Algérie est un pays particulier pour la France. Alors je sais que beaucoup immédiatement ont à l'esprit tout l'épisode de la colonisation, de la guerre, et ainsi de suite. Mais si évidemment ce moment de l'histoire pèse lourd dans la relation entre les deux peuples, ce n'est pas le seul aspect qui nous lie au peuple algérien. L'aspect le plus important, à mes yeux en tout cas, vous savez qu'une fois j'ai dit dans une émission, bon maintenant la guerre est finie, on s'aime. Hein. L'aspect le plus important, pour moi, c'est le lien physique, intime, entre les Algériens et les Français. D'abord, bien sûr, puisque je l'ai évoqué, il y a les pieds noirs, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je suis dans cette catégorie. C'est-à-dire une catégorie qui compte aujourd'hui, on estime, ceux qui sont eux-mêmes pieds noirs, ou qui ont un parent ou un grand-parent pied noir. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pied noir, c'est quelqu'un qui est né dans le Maghreb. L'expression est plutôt réservée à ceux qui sont nés ou ont vécu en Algérie, mais par extension, les Marocains, les Tunisiens sont aussi comptés dedans. Mais dans le chiffre que je vous donne, non, il s'agit de pieds noirs au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire de personnes qui sont elles-mêmes nées en Algérie ou qui ont un parent ou un grand-parent né en Algérie et qui avaient la nationalité française à l'époque. C'est 3 200 000 personnes, beaucoup de monde. Alors pourquoi les évoquer? Pas juste pour remuer le passé colonial. Bon, d'ailleurs, dans le passé colonial, il n'y avait pas que des colons, il y avait aussi des armées de pauvres diables, dont les miens, par exemple, qui vivaient là-bas. Mais il y a surtout que la plupart d'entre nous ont donc dans leur histoire, un bout de l'histoire de l'Algérie, ont dans leur histoire des tombes en Algérie. Les tombes de mes arrière-grands-parents sont à Staoueli, à côté d'Alger, pour une part, et les autres à Oran, au cimetière chrétien d'Oran, où est mon grand-père, enterré là-bas, ainsi que les autres membres de ma famille qui vivaient dans l'Oranie. Ces choses-là comptent dans l'histoire des peuples, d'où on vient. Bon, on le sait assez, les gens qui sont bretons en France, ils sont fiers de l'être. Ils peuvent habiter à l'autre bout du pays, ils restent bretons, ils se sentent bretons. Donc cette population que je viens d'évoquer, de 3 200 000 personnes, se sent un lien, un intérêt, et pour dire les choses simplement, de l'amour pour l'Algérie, au sens général, l'Algérie, ses paysages, sa terre, le ciel, que dis-je, la mer, la couleur d'Alger, que sais-je. Toutes ces petites choses qui font un sentiment d'appartenance ou de communion intime avec un pays. Mais ça ne se limite pas non plus à ces 3 200 000 personnes. Il y a encore un énorme contingent de population qui, lui, est évalué à 3,5 millions de personnes, qui sont des binationaux, c'est-à-dire qui ont à la fois la nationalité algérienne et la nationalité française et la nationalité algérienne. Sur ces 3,5 millions de personnes, on évalue à 500 000 le nombre de celles qui vivent en Algérie. Les autres étant ici, sur le territoire national. Tout ça, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de liens, beaucoup d'intimité, beaucoup de familles en commun. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire des papis, des mamies, des tontons, des tatas, des neveux, des nièces, des cousins, voilà.
Et je crois que c'est quelque chose dont on a toutes les raisons d'être heureux, sinon fier même, on peut, hein, mais en tout cas heureux, parce que c'est certainement le lien le plus fort que le peuple français entretient avec n'importe quel autre peuple dans le monde. Il y a en France beaucoup d'Espagnols d'origine, d'Italiens d'origine qui sont venus dans les vagues d'émigration, de Portugais, que sais-je, de Polonais, et combien d'autres nationalités. Mais aucune de ces nationalités qui ont participé à la vie de la France et qui participent maintenant de plein droit à la vie nationale ne représente une telle masse de personnes, avec des liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, constants, soit des liens imaginaires, ou des liens de cimetière, mais des liens vivants, concrets. Hein, quand c'est les vacances, il y en a du monde hein, qui va au bled, hein, et vice-versa. Et de l'autre côté, qui traverse pour venir ici, pour voir la famille, des fois les médecins, il y a de très bons médecins en Algérie, mais c'est pour dire. Hein. Par conséquent, on ne peut pas être indifférent aux événements d'Algérie. D'ailleurs, quand ça tourne mal en Algérie, on a aussi à en connaître. Par exemple, l'épisode tragique de la guerre que le fils a menée au peuple algérien pour le soumettre. On a eu à en connaître parce que des gens venaient. D'ailleurs, en plus, on n'avait pas de statut pour les accueillir. Parce que ils ne fuyaient pas le régime en place, ils fuyaient autre chose. Bon, vous vous souvenez de cette période, elle est terrible. Et je pense que pour les Algériens, ça a pesé très lourd après l'idée que le désordre pouvait ramener la mort et la domination de l'obscurantisme. Mais maintenant, ce traumatisme est surmonté. Et revoici le peuple algérien comme on le connaît. C'est un peuple très fier. C'est un peuple qui a la nuque raide, comme on dit, qui n'est pas fait pour nous déplaire, à nous les insoumis. Et à l'annonce d'un possible 5e mandat du président sortant, M. Abdelaziz Bouteflika, les gens ont senti que quelque chose était mis en cause de leur dignité. Parce que deux sentiments arrivent. Le premier, c'est que cet homme est de notoriété publique malade. Et peut-être y a-t-il aussi de la compassion pour quelqu'un dont on sait qu'il est malade, et gravement malade, du fait d'un AVC qui a peut-être diminué ses capacités, plus de l'âge qui avance pour lui, et que c'est d'une certaine manière une façon indigne de le traiter, compte tenu de l'homme qu'il a été dans l'histoire de l'Algérie, quoi qu'on pense de cette histoire, et des épisodes dont M. Abdelaziz Bouteflika a été le protagoniste. Avant d'être le président de la République, dans un passé plus lointain, il a été le ministre des Affaires étrangères quasi inamovible, en tout cas de la période du président Ouari Boumedienne. Et dans ces conditions, il y a une certaine gêne, un certain malaise à le voir utilisé de cette façon, comme à en faire valoir un prétexte, une image au service d'un clan politique. Et puis la deuxième chose évidente, c'est que à partir du moment où les Algériens se sont sentis choqués par l'idée qu'on reconduirait une 5e fois le même président de la République, alors qu'il n'est pas en état même de venir s'exprimer pour faire connaître ses intentions au peuple algérien, eh bien évidemment le choc a conduit à une sorte de rébellion de dignité qui aussitôt a charrié tous les autres problèmes que l'Algérie connaît, comme tous les pays en connaissent. C'est exactement le processus qu'on connaît, nous, ici même, en ce moment, en France, avec l'affaire des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes, au début, c'est une protestation contre l'augmentation du prix de l'essence. Et ensuite, devant l'inflexibilité du pouvoir, son refus d'entendre ce que disaient les gens, eh bien, ce mouvement s'est concentré, condensé, et il a commencé à poser toutes les questions de la vie quotidienne, de l'insupportabilité des souffrances que rencontrait telle ou telle partie de la population ou telle catégorie qui s'est mobilisée avec le gilet jaune sur le dos. Eh bien, les Algériens sont comme nous, en quelque sorte, une idée en amène une autre.
Et ça ne veut pas dire qu'ils seraient tous d'accord sur ce qu'il y aurait lieu de faire. Ne vous y trompez pas. Pas plus que les Gilets jaunes en France ne sont unanimes sur ce qu'il faut faire. Ils sont de compositions politiques, sociales, très différentes. Eh bien, il en va de même en Algérie. C'est pourquoi nous pouvons assez facilement nous identifier à ce que nous voyons là-bas. D'autant plus que, je me permets de le dire, de la part des Algériennes et des Algériens, femmes et hommes de ce pays, c'est un acte de courage que de descendre dans la rue comme ils le font, après tout ce que ce pays a connu. Et je trouve qu'en France, on n'est pas aussi largement courageux que le sont les Algériens, et qu'on ferait bien de s'inspirer d'eux. Ensuite, vous avez vu comment ce mouvement, peut-être que vous avez regardé des images, est maître de lui-même, comment il a une vocation pacifiste extrêmement profonde, au point que les forces de l'ordre ont un comportement en Algérie, pour l'instant, de ce que l'on voit, beaucoup plus maître d'eux-mêmes, mesuré, proportionné, que la violence à laquelle nous assistons en France de la part de ceux qui répriment les mouvements. En Algérie, les manifestations ne sont pas réprimées. Elles sont facilitées, encadrées, organisées, stabilisées, et les services d'ordre servent à ça. C'est-à-dire que la police nationale algérienne fait son travail tel que on s'imagine et on attendrait qu'en France, elle le fasse aussi. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que de vous demander de regarder attentivement, d'apprendre. Une fois de plus, vous êtes confronté à un de ces événements caractéristiques de ce que j'ai appelé l'ère du peuple. Le protagoniste de l'action politique en Algérie, c'est le peuple, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire toute cette population, essentiellement urbaine, qui se met en mouvement, qui réclame quoi? Le pouvoir de contrôler sa propre vie, et qui se sent mis dans une situation où il ne contrôlerait plus rien s'il lui fallait désigner pour la 5e fois un président dont il pense qu'en réalité il ne présiderait rien du tout. Vous voyez cette inspiration citoyenne que nous trouvons dans toutes les révolutions qui mettent en mouvement cet acteur particulier qui s'appelle le peuple, ont des caractéristiques communes. Et c'est elles qu'il nous faut regarder avec beaucoup d'attention, parce que ce sera la caractéristique de toute cette première partie du XXIe siècle. La suite sera sans doute également de plus en plus citoyenne, c'est-à-dire de plus en plus tournée vers la question de l'exercice du pouvoir et de la participation du très grand nombre à cet exercice. Et c'est ce qui va m'amener à mon deuxième thème maintenant. Je vais vous parler d'écologie. Je fais le lien avec l'écologie pour une raison très simple. C'est que le changement climatique qui dorénavant est engagé, le processus d'extinction de toute une part de la biodiversité. Je ne dis pas toute la biodiversité, quoiqu'il y ait une thèse sur le sujet qui dit que nous sommes dans la 6e extinction. Mais ce point est discuté par les scientifiques, parce qu'ils disent la vie tend à se reproduire là où il fait plus chaud, et elle aurait même tendance à foisonner. Peut-être, moi je n'ai pas la compétence pour entrer dans ce débat et y avoir un point de vue avisé. Cependant, ce que je sais, c'est que ceux qui parlent de l'extinction des espèces parlent quand même de quelque chose qui a lieu. En effet, des espèces disparaissent, et notamment dans toutes les zones où sont utilisés pour l'agriculture le recours massif aux pesticides qui détruit la vie à l'intérieur de la terre arable, et par conséquent détruit toute la chaîne alimentaire qui part des petits vers et des petites bestioles qu'il y a dans la terre et qui finit par les oiseaux, en passant par les abeilles et que sais-je encore. Donc l'extinction des espèces est là, et elle n'est pas que sur terre, elle est aussi en mer. Le processus d'acidification des océans est bien connu, qui tue les coraux, mais vous devez tenir compte, les gens, que des coups de chaud, il n'y en a pas que sur terre. Hein. Je veux dire, vous savez, les grosses vagues de chaleur. Il y en a aussi dans l'eau. Et ces vagues de chaleur, elles ont un effet dévastateur aussi dans l'eau. Non seulement parce que ça modifie le climat, mais aussi parce que les espèces qui vivent dans l'eau ne sont pas forcément prêtes à vivre le grand chaud. Alors, tous ceux qui peuvent s'en aller s'en vont. Je veux dire, alors vous trouvez des morues de plus en plus vers l'océan, dans l'océan glacial arctique, vous trouvez telle ou telle espèce. Mais ceux qui ne peuvent pas partir,
Les coraux et les autres petites bêtes qui sont accrochées au sol, bah, ils meurent, quoi. Par conséquent, l'extinction des espèces, c'est un phénomène que nous avons, en tout cas d'un certain nombre d'espèces, dont les conséquences vont être considérables sur toute la vie de l'écosystème. Donc vous voyez, j'évoque deux aspects, le changement climatique, avec les événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier, la diversité biologique de la Terre qui tend à se réduire, et provoquant en chaîne des questions qu'on n'a jamais connues jusque-là. Alors dans ces conditions, vous voyez bien que plus cette crise écologique va être violente, plus les réponses que les êtres humains vont devoir y apporter vont être des réponses qui doivent être basées sur l'intérêt général et sur la coopération entre les êtres humains. Ceux qui continueront à dire « eh ben, il n'y a qu'à laisser faire et puis on verra bien, vous savez, c'est la loi du marché, ça va s'équilibrer, tout ça va s'arranger, l'offre et la demande, enfin tout ce baratin », qui consiste à dire « au fond, ce système capitaliste-là, prédateur, ne fonctionne bien que si c'est en économie de marché la plus libre possible, c'est-à-dire où les mécanismes peuvent se faire tout seuls. » Ah oui, d'accord, les gens, peut-être qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, tout ça pouvait encore faire illusion, mais aujourd'hui, c'est une certitude. Ce truc est un désastre. Parce que si vous laissez faire les intérêts particuliers en espérant qu'ils s'équilibrent entre eux sur le plan économique, entre-temps, ils auront détruit la planète. Et naturellement, ils ne parviendront jamais à un point d'équilibre, parce que le point d'équilibre est un point impossible dans l'économie capitaliste. Impossible. Les crises du système capitaliste, d'abord, sont constantes depuis le début du capitalisme, et leur cadence se resserre. Il y en a plus maintenant qu'il n'y en a jamais eu de ces crises, à des intervalles de plus en plus proches. Et plus on dérégule, plus il y a de monde qui est impliqué par l'économie capitaliste, plus les crises sont nombreuses et se resserrent dans le temps. Et il y a évidemment l'aspect écologique qui est fondamental. Si vous ne régulez pas, si vous ne contraignez pas, si vous ne soumettez pas les intérêts particuliers à l'intérêt général, vous êtes sûr de contribuer au désastre. Alors, ça fait débat dans toute la sphère politique. Aujourd'hui, l'écologie politique n'appartient pas à un parti, même s'il l'a mis dans son nom et qu'on a une dette à son égard. On ne va pas discuter ça. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle Europe Écologie Les Verts que le problème est réglé, que l'écologie serait dans ce parti-là. Des partis écologiques, aujourd'hui, pratiquement tous le sont. D'une manière ou d'une autre, tous prennent en charge la question de l'évolution de l'écosystème. Mais il y a différentes formes de traitement de l'écologie politique. Il y a différentes réponses. Jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait une écologie populaire ou collectiviste. Je dis écologie populaire parce que c'est le mot que j'ai mis en circulation à partir de mon discours à Corbeil, il y a de ça quelques mois. Je voulais l'opposer à l'écologie des nantis que porte M. Macron. En fait, je ferais mieux de dire l'écologie des menteurs parce que ce qu'il raconte les trois quarts du temps sont des choses fausses où il essaye d'enfumer les gens. Mais enfin, bon, peu importe. On pensait qu'il y avait cette forme de l'écologie, soucieuse de la vie des êtres humains, de leur nécessité collective en tant qu'eux-mêmes composantes de la biodiversité. Désolé pour ceux que ça pourrait choquer, mais enfin, les êtres humains, c'est juste des singes, des singes nus. Ils ont une caractéristique, plus avec un gros cerveau, qui ne lui sert pas toujours à bon escient. Mais nous sommes une composante de la biodiversité, nous ne sommes pas à part. Bon. Et puis on pensait une écologie collectiviste, au sens qui part d'abord des processus collectifs comme réponse à la crise. Et dans cet ensemble-là, on mettait à peu près tout ce qui venait de l'ancienne gauche. Alors quand je dis l'ancienne gauche, c'est tous ceux qui ont participé à des gouvernements de gauche, en tout cas des gouvernements qui se disaient de gauche. Bon, on comptait donc dedans Europe Écologie Les Verts. On pensait qu'ils avaient fait un choix, c'est vrai, ils avaient choisi d'être avec ces gouvernements et ces équipes. Évidemment, en cours de route, on s'était dit, mais ils sont quand même curieux, parce que depuis 1993, sur les 10 peut-être secrétaires nationaux qui ont dirigé Europe Écologie Les Verts, il ne reste plus que 2 qui sont encore membres de ce parti. Tous les autres sont partis, soit chez les socialistes, soit à droite. Le cas le plus fréquent étant la droite ou le centre droit.
Et on a vu tout d'un coup une interview de M. Jadot paraître, qui est un grand événement politique. Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas se moquer d'un parti parce que son score est moins important que celui d'un autre. Il faut prendre au sérieux ce qui se dit. Et Europe Écologie Les Verts, c'est une composante du paysage politique en France. Beaucoup savent que depuis le début, c'est une organisation qui a aussi des ancrages plutôt du côté des libéraux ou des conservateurs. Il y a d'ailleurs une écologie conservatrice radicale. Hein. Eh bien, là, nous avons eu une interview qui a opéré un changement de cap de la direction générale de la ligne de l'écologie politique portée par Europe Écologie Les Verts. Un changement de cap qui est un événement et qui doit être complètement compris et maîtrisé à la veille du vote que nous allons avoir aux élections européennes. Il ne faut pas que ça passe comme ça dans les bavardages, on ne s'intéresse pas à ce que disent les uns les autres. Bon, non, si. Parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Dans un premier temps, je veux dire très grave de notre point de vue à nous, hein. Peut-être que du point de vue d'autres, c'est très agréable. Je pense même qu'ils trouvent ça très agréable, à droite. Et chez les libéraux, d'une manière générale. Monsieur Jadot a dit, eh bien, nous sommes prêts à faire une alliance au Parlement européen avec les sociaux-démocrates, les libéraux et le Parti populaire européen, c'est-à-dire le parti de la droite conservatrice européenne. Il n'a pas mentionné le groupe de gauche auquel nous appartenons, nous, la GUE, la gauche unitaire européenne, il a parlé de cela. Entre-temps, on va me dire, oui, mais il s'est ressaisi. Bon, bah déjà, c'est un problème. Que quelqu'un, en une semaine, change de stratégie d'alliance au niveau international. Enfin, quand même, on est tous en droit de demander un peu de sérieux, un peu de stabilité. Il dit, ah non, non, on ne fera pas avec le PPE, le Parti populaire européen. Bah, je comprends qu'il dit ça, parce que dedans, il y a M. Orban, le Hongrois, dedans, il y a le PiS polonais, dedans, enfin, il faut voir qui est là-dedans, hein. C'est-à-dire, c'est la droite classique et dure de toute l'Europe. Le Parti populaire espagnol aussi est là-dedans. Donc, alors, vous voyez que c'est une alliance qui est le parti de Mme Merkel. C'est une alliance très à droite qu'on fait quand on décide de s'allier avec le Parti populaire européen. D'ailleurs, aujourd'hui, les socialistes européens sont alliés au Parti populaire européen pour dominer le Parlement européen et la Commission. Il faut que vous le sachiez, tout ça. Parce qu'après, sinon, vous votez en fonction de quoi? La tête des gens, leur allure, leur politesse, leur parfum, leur cravate. Il faut voir ce qu'ils font. Les actes que chacun pose. Alors, il a changé d'avis, mais il n'a pas dit non, on ne s'alliera pas avec les libéraux. Donc il est prêt à s'allier avec les libéraux. Moi, je dis non. Du point de vue donc des alliances européennes, le discours de M. Jadot a annoncé un changement de cap qui doit être compris comme tel. Mais c'est pas tout. Et il est sérieux, cet homme. Il a une construction politique cohérente. C'est pas juste comme ça, un coup de nerf pour dire, bah oui, nous aussi on a envie d'avoir des vice-présidents, d'avoir des places, d'avoir des postes, je sais pas quoi, moi je sais pas ce qu'il y a à se partager là-dedans. Bon, non, c'est pas ça. Il a une vue politique et il dit, nous sommes pour l'écologie de marché. C'est-à-dire pour une économie de marché, on sait ce qu'on dit quand on dit ça. Par exemple, les socialistes, eux, ils prenaient des précautions. Ils disaient, nous sommes pour l'économie de marché, mais pas pour la société de marché. Ou bien ils disaient, nous sommes pour une économie avec marché. Tout ça, c'est dit les paroles, hein. Mais quand même, ils prenaient des précautions. Lui, non, Jadot n'en a pas pris. Il a dit, nous sommes pour la libre entreprise et pour l'économie de marché. Mais ça, c'est incompatible avec l'écologie. Ça ne fonctionne pas ensemble. On choisit. C'est ou le marché libre et non faussé, etc., ou autre chose. Voilà, cette autre chose, c'est ce que nous proposons. La planification écologique, le protectionnisme solidaire, l'interdiction des pesticides maintenant, tout de suite. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que on pourrait m'opposer et dire, oui, mais vous, monsieur Mélenchon, vous voulez tout de suite. Non, pardon, c'est pas moi qui veux tout de suite, c'est la catastrophe qui est tout de suite. Donc il ne faudrait quand même pas se tromper de facteur. Mais deuxièmement, on me dit, oui, mais il faut faire des petits pas. Des petits pas. Mais c'est exactement ce que vient de faire Europe Écologie Les Verts dans le vote sur le glyphosate au Parlement. Il y avait un texte qui faisait toutes sortes de bavardages et prévoyait à un horizon plus ou moins déterminé qu'on essaierait de se passer des pesticides. Et Europe Écologie Les Verts a dit, ah ben ça c'est un bon, c'est un petit pas, donc on vote pour ça. Et les Verts européens n'ont pas voté l'amendement déposé par nos deux députés insoumis, Emmanuel Morel et Younous Omarjee, qui disaient c'est maintenant, tout de suite, qu'on interdit le glyphosate.
le groupe des Verts européens a voté contre. Les Verts français ne savaient plus très bien où ils habitaient. Alors, ceux qui étaient là ont voté avec nous, mais leur groupe n'a pas voté ces amendements. C'est pour vous dire, les gens, que comme vous savez tous très bien que cette question, à juste titre, de la survie de l'écosystème, est posée dans toutes les élections qui vont venir maintenant. Et ça vous montre à quel point le programme L'Avenir en commun était un programme précurseur, novateur, parce qu'il mettait au centre de sa politique économique, écologique, démocratique, la question de l'intérêt général, de la planification écologique, avec comme but de mettre dans la Constitution la règle verte que j'ai défendue pendant toute la présidentielle et qui signifie la chose suivante: on ne prend plus à la nature davantage que ce qu'elle peut renouveler. C'est un défi technique, c'est une opportunité. Progressivement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à parler avec nos mots. Ce que je veux vous dire à ce moment, c'est que je trouve sain et bon que tous les partis politiques parlent d'écologie. C'est bien. Il vaut mieux que ce soit comme ça que le contraire. Deuxièmement, c'est que ce thème n'est la propriété privée d'aucune organisation politique en particulier. Et de la même manière que dans le passé, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une compétition à propos du socialisme entre la version social-démocrate, socialiste, communiste. Eh bien, il y a plusieurs versions, plusieurs approches, plusieurs compréhensions de ce que doit être l'écologie politique. Et là, vous allez devoir arbitrer pendant les élections européennes. Parce que c'est clair que si vous donnez une prime à ceux qui vous annoncent qu'ils vont faire de l'écologie dans l'économie de marché, eh bien vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous allez ralentir le processus de prise de conscience. Parce que vous allez faciliter le travail de ralentissement que toutes les composantes politiques intéressées à l'économie de marché vont essayer d'introduire dans l'impératif écologique. Je voulais vous dire tout ça, évidemment en relation avec les élections européennes, ça va de soi. Mais aussi pour que tous ceux qui m'écoutent comprennent que des partis écologiques, il y en a dorénavant plusieurs dans ce pays. Et pas simplement pour une compétition d'étiquettes, comme le disent stupidement des observateurs superficiels qui confondent leur parcours dans une salle de rédaction avec la vie des idées dans le pays. Non, ce sont des questions sérieuses, de fond, qui concernent l'avenir de l'humanité. Et il faut choisir. Vous voyez, je ne vous dis pas tout de suite que le meilleur choix, c'est celui que nous vous proposons, nous autres les insoumis. Mais je veux d'abord appeler votre attention sur le fait qu'il ne suffit pas de mettre du vert sur un emballage pour que le contenu soit vert. Que dans l'économie de marché écologiste, le problème c'est pas écologie, c'est économie de marché. Dans le capitalisme vert, ce qui est en cause, c'est pas la couleur, c'est le capitalisme. Ce qui est en cause dans les alliances au niveau européen, c'est qu'on ne peut pas s'allier avec des gens qui considèrent que l'économie de marché est plus forte que tous les autres impératifs de la vie humaine. Je veux vous dire toutes ces choses pour que vous ayez le temps d'y réfléchir et de les faire connaître autour de vous, de répandre ces arguments que pour que tout un chacun y réfléchisse. Vous savez, je reviendrai dessus dans un rendez-vous assez proche que je vous fixe, le 14 mars prochain, je serai à Caen. Et mon discours va porter sur ce sujet du rapport entre la défense de l'écosystème, j'aime plus tellement ce mot pour être franc, l'adaptation de la civilisation humaine à la catastrophe qu'elle a elle-même provoquée, ça serait plus juste de le dire comme ça, et les programmes économiques et politiques qui vont être présents dans les élections européennes. D'ici là, ne perdons jamais un seul jour de notre temps à faire autre chose qu'à propager les idées qui comptent. Et quand je dis les idées qui comptent, regardez, je ne vous dis même pas les miennes, les questions qui comptent, les sujets qui doivent être réellement discutés. D'accord ? C'est irresponsable de ne pas traiter le dérèglement climatique ou de le traiter comme un sujet parmi d'autres pour les foutre dans les discours sans aucune mesure concrète. Le roi du blabla, le chef du grand débat de notre pays qui écrit à toute l'Europe pour raconter ses sornettes, se comporte d'une manière irresponsable lorsqu'il à la fois défend les accords de Paris, qui sont d'ailleurs insuffisants comme vous le savez, mais surtout que son propre budget ne suit pas les objectifs prévus par l'accord de Paris. Tous les ans, il manque des milliards dans la conversion de l'économie capitaliste française pour en faire une économie
qui soit tourné vers les impératifs écologiques. Il manque des milliards. Ces milliards, c'est pas avec la règle des 3%, c'est pas en présentant sa sébile et en faisant le tour à Versailles des grands patrons à qui on dit toutes sortes de choses aimables qu'on va les collecter. C'est par l'impôt, c'est par la volonté collective, c'est par la planification écologique, c'est par la production des milliers de femmes et d'hommes, ingénieurs et techniciens de haut vol, qui vont nous permettre dans l'urgence de faire bifurquer notre système productif, notre système d'échange et aussi les gens, notre manière de consommer. Bon, mes amis, je laisse de côté pour cet instant le sujet que m'inspirait le matraquage du député insoumis Loïc Prudhomme. Si vous allez dans la description en bas, vous trouverez le lien qui vous permet de voir la question qu'il a posée au gouvernement, la réponse absolument odieuse du ministre des Éborgneurs, Monsieur Castaner, et la réplique enfin que j'ai fait pour dire que tout ça est inacceptable, c'est plus la France, ça. C'est violence, ces gouvernants qui méprisent les députés, et puis ces robots de la République En Marche qui se lèvent dans la salle pour acclamer le fait qu'un de leurs collègues a été matraqué et qui vient d'être traité de menteur par un ministre. Mais c'est même plus la République, ça. Qui sont ces gens, d'où ils sortent, où ils les ont trouvés, ce ramassis de sauvages qui se comportent de cette manière dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir tout ça, et je vous demande de le faire parce que M. Castaner, en répondant comme il l'a fait, a en quelque sorte donné feu vert à toutes les violences policières qui peuvent intervenir, puisque même un député peut être tabassé sans que le ministre de l'Intérieur ait quoi que ce soit à dire. Et nous vivons dans une société où un responsable policier peut dire à propos de quelqu'un qui s'est fait arracher sa main, il a dit bien fait pour sa gueule. Eh bien, dans quelle société on permet, je dis dans n'importe quelle société démocratique, les supérieurs hiérarchiques n'interviennent pas pour dire on ne parle pas comme ça, on ne se réjouit pas de voir quelqu'un mutilé. Hein. Eh bien non, en France ce n'est plus le cas. Alors après ça, Macron peut aller faire le kéké dans toute l'Europe avec son papier où il écrit à tout le monde que le grand problème de la démocratie en Europe, c'est les Russes. Hein. Eh ben non, c'est pas les Russes qui ont fait 8000 gardes à vue, c'est pas les Russes qui ont éborgné 18 personnes, c'est pas les Russes qui ont arraché les mains à 5 personnes, c'est pas les Russes qui ont jugé et condamné à la chaîne toute la nuit 1400 personnes, c'est pas les Russes qui en ont mis dans la file d'attente 1500 autres. Il est temps que tout ça cesse. Je ne sais pas comment cela cessera, mais je suis certain que ça cessera. Bon, voilà, maintenant c'est fini, pour cette fois-ci. Si ça vous a plu, toc, vous appuyez un petit pouce bleu, parce que là c'est les vacances, et nous on a besoin d'avoir un peu le moral, de montrer que bon, le travail qu'on fait vous intéresse. Si vous passez par là pour la première fois et que ça vous a plu, vous vous abonnez, c'est gratuit, et ça le restera toujours, vous vous abonnez à ma chaîne. Alors, deux avantages, ça nous donne du courage, à Antoine qui filme et à moi, pour faire ce boulot toutes les semaines. Ça fait enrager nos adversaires, c'est un plaisir simple à se procurer, parce que cette chaîne est la première chaîne politique, d'un homme politique, hein, on raconte une politique, de France. Bon, alors, bon, là on est 414 000 abonnés. Bon, on avance, on va aller vers les 500 000, hein, les gens. Hein. Alors ça les fait rager parce qu'ils peuvent toujours nous convoquer à la police pour un oui, pour un non, nous tabasser dans la rue, essayer de nous faire condamner de toutes les façons possibles, nous traiter de tous les noms d'antisémites, de machistes, de sexistes, tout y est passé. Hein. Impossible d'arriver à nous faire taire. Pourquoi ? Parce que vous êtes là. Et notre meilleure protection, c'est vous.